Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tenue du procès de Constant Moutamba ce mercredi 9 juillet devant les juges de la Cour de cassation, lieu où se tiendra son procès. Il est poursuivi pour des faits présumés de détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Et puis, présentation ce mardi 8 juillet par le Club national des sous-traitants de Percy Industrial Power and Control, une entreprise congolaise pionnière dans la fabrication locale d'armoires électriques. Cette initiative a été saluée par les autorités congolaises. À l'international, le Tropical Forest Forever Facility compte financer les pays tropicaux pour la préservation continue de leurs forêts avec un appui de 125 milliards de dollars américains. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après 2 jours d'intenses travaux en commission spécialisée, la table ronde sur la conservation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones se sont clôturées ce mardi à Kinshasa, initiée par la Fondation Zodanvers. Ces assises ont permis de formuler des recommandations susceptibles d'améliorer la gestion de la biodiversité en partant de l'exemple à Crédit Bonobo expérimenté à Lomako Yokokala dans la province de l'Achuapa par l'AZF. Suivez le professeur Valentin Omasombo, coordonnateur pays de cette organisation. C'est pour nous un sentiment de joie, de satisfaction de voir comment le premier conservateur, le chef de l'État lui-même, s'implique dans la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo et surtout sa volonté de voir la biodiversité contribuer au développement socio-économique des communautés locales. L'étape suivante en ce moment, c'est d'abord de mettre en place les groupes de travail volontaires qui vont continuer à travailler pour mûrir l'esprit et essayer de modeler les crédits Bonobo de telle sorte qu'on peut vendre ces crédits. Donc cette idée de crédit Bonobo au niveau de la communauté internationale et des différentes réunions internationales. La deuxième chose, c'est qu'il faut une feuille de route et c'est la feuille de route que nous avons commencé. Nous devons la finir. C'est sur base de cette feuille de route-là qu'on va commencer à mettre en œuvre le projet. Mais ce qui est plus important, c'est que bien qu'on doit remodeler ou modeler l'initiative, on continue à travailler avec des projets pilotes pour faire avancer cette initiative. Nous remercions d'abord la coopération allemande, particulièrement la GIZ, qui, après avoir appris de l'initiative, a donné tout ce qu'il faut pour que l'atelier puisse se tenir. Et les autres partenaires, nous avons vu, il y a ceux qui ont déjà des initiatives un peu similaires sur le terrain. Nous les encourageons, que nous puissions travailler tous ensemble avec des initiatives tant sur les bonobos que les autres espèces totalement protégées pour que notre initiative projet Crédit Bonobo puisse prendre Crédit Bonobo, Crédit Biodiversité, puisse prendre de l'ampleur et qu'elle soit imitée ailleurs. Constant Moutamba sera ce mercredi 9 juillet devant les juges de la Cour de cassation où se tiendra son procès. Il est poursuivi pour des faits présumés de détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de l'Achopo. Cette procédure judiciaire intervient après l'autorisation accordée le 15 juin dernier par l'Assemblée nationale. Patience Lokeke.
Le procès de l'ancien ministre d'État congolais en charge de la justice, Constant Mutamba, s'ouvre ce mercredi 9 juillet devant la Cour de cassation à Kinshasa. Il est poursuivi pour des faits présumés des détournements de 29 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Cette procédure judiciaire intervient à la suite de l'autorisation donnée par l'Assemblée nationale le 15 juin dernier. Le parquet reproche à l'ancien ministre de ne pas avoir vérifié l'existence de la société Zion Construction, adjudicateur du contrat, ni supervisé l'état d'avancement de travaux. Les enquêtes n'ont permis de localiser ni les sites prévus pour la construction, ni les associés de l'entreprise qui font l'objet d'avis de recherche. Dans une correspondance datée du 10 juin, Constant Mutamba a récusé le procureur général Firmin Vondé, invoquant une inimitié manifeste et a demandé l'écartement de l'ensemble des magistrats du parquet général près la Cour de cassation. Selon le parquet, le 29 millions de dollars initialement prévus pour la construction de la prison provenaient de fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda en RDC. Prenons cette information en bref. Après la plénière, cet avant-midi, les juges de la Cour constitutionnelle ont renouvelé leur confiance à leur collègue Dieudonné Kamulita Badibanga pour un second mandat à la tête de cette juridiction. À Likasi, les autorités provinciales renforcent les moyens logistiques de la police pour faire face aux défis sécuritaires. Un véhicule 4x4 a été remis ce lundi par le gouverneur du Haut-Katanga au commissaire provincial de la PNC pour améliorer la mobilité des forces de l'ordre dans la ville. Patience Lokike. À Likasi, la sécurité se renforce. Ce lundi 7 juillet, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a remis un véhicule 4x4 Land Cruiser au commissaire provincial de la police, Blaise Kilimbalimba. Cette dotation intervient après une alerte sécuritaire lancée récemment par la hiérarchie policière sur la situation dans la ville montagneuse de Likasi. Passant la situation en revue, nous sommes rendus compte que la police nationale congolaise avait besoin de moyens de locomotion pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ici à Likasi. C'est comme ça que le Conseil provincial de sécurité, en rendant visite à la ville aujourd'hui et en tenant cette réunion du Conseil provincial de sécurité, à l'issue, nous avons pris l'option de vous remettre les clés de cette Jeep qui va servir à notre police mobilité afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Après avoir réceptionné le clé, le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba les a remises à la commissaire supérieure principale Lady Maloba, responsable de la police à Likasi. Il a insisté sur l'importance d'une utilisation responsable de ces moyens roulants. Je vous remets ces clés et vous recommande d'utiliser ces véhicules à bonne mère des familles. En réponse, la commissaire Lydie Maloba a salué ces gestes et promis d'en faire bon usage au service de la population. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo, le club national des sous-traitants a présenté Percy Industrial Power and Control, une entreprise congolaise pionnière dans la fabrication locale d'armoires électriques, une première en RDC, saluée par les autorités comme un tournant majeur vers la promotion du contenu local et le renforcement du tissu industriel national. Domomat et Ene Kabamba pour le reportage. Conformément à sa mission de promotion des entreprises locales, le Club national des sous-traitants SNS en sigle a présenté ce mardi à Kinshasa une entreprise congolaise innovante dans l'industrie électrique, Percy Industrial Power and Controls. Dirigée par Patrick Assenda, également secrétaire national du CNS, cette société devient la toute première en République démocratique du Congo à produire localement des armoires électriques. Auparavant,
importé d'Afrique du Sud depuis près de 15 ans. Donc aujourd'hui, il faut bien le dire que nous sommes fiers, pas seulement parce que nous avons la possibilité de produire localement, mais aussi la possibilité de former plusieurs couches communautaires dans la ville de Lualaba et pourquoi pas aussi à Lubumbashi. Basée à Kolwezi, l'usine est opérationnelle depuis 6 mois. Au-delà de l'engagement d'une main-d'œuvre locale qu'elle forme elle-même, Percy Industrial affiche de grandes ambitions. D'ici 2 ou 3 ans, comment créer plus de 3 ou 4 000 emplois. Présent à la cérémonie, le conseil spécial du chef de l'État en charge des mines a salué cette initiative comme un modèle réussi de contenu local. Il a, par la même occasion, invité les entreprises minières à s'approvisionner en armoires électriques produites localement. Le mot que je vais porter à tous les industriels miniers en RDC, vous savez, aujourd'hui, réduire les coûts de production passe aussi par la maîtrise des coûts logistiques. Et un des moyens de pouvoir implémenter et diminuer votre CAPEX, c'est aussi de pouvoir consommer ce qui est produit localement. Donc, à vous de voir et d'améliorer, si je peux dire, les carnets et bons de commande envers ce digne fils du pays, et aussi, au-delà de lui, tous les autres qui continuent à travailler d'arrache-pied pour améliorer la qualité de leurs services. Tout en saluant ces doubles gestes, la participation du conseil spécial à l'événement et son appel à soutenir la production locale, Bernadette Poundou a exhorté l'État congolais à s'investir davantage dans la promotion de l'entrepreneuriat national. Nous allons peut-être nous battre pour que toutes les prétentions de l'État dans les juridiques, dans les textes légaux, que nous puissions en être vraiment bénéficiaires pour que nous puissions nous étendre comme il faut. Avec plus de 500 membres, le Club national des sous-traitants confirme son rôle central dans l'émergence d'un tissu industriel local. Une vision en parfaite adéquation avec celle du chef de l'État, faire de l'entrepreneur congolais un acteur clé du développement national. Grâce à ses forêts et ses minerais, la RDC se positionne comme un maillon essentiel pour un monde plus vert. Pour autant, les pays peuvent-ils se passer des énergies polluantes au cœur de l'économie mondiale? À l'échelle nationale et mondiale, le développement est-il possible sans recourir aux énergies fossiles? Écoutons à ces propos Antoine Tabou, il est coordonnateur national de l'African Wildlife Foundation, une organisation engagée dans la conservation de la nature. Il a été interrogé par Patrick Ilunga. Il y a beaucoup de sources d'énergie que vous pouvez utiliser sans nécessairement aller vers les ressources, les énergies fossiles qui créent trop de problèmes en termes de COD. Il y a possibilité de recourir, comme je l'ai dit avant, à un mix énergétique. Il y a l'éolienne qu'on peut exploiter, il y a les solaires qu'on peut exploiter, et pour avoir le potentiel hydroélectrique pour asseoir son développement. Il y a des recherches qui ont démontré qu'il y a possibilité, par exemple, d'utiliser la biomasse. La biomasse, cela veut dire les matières organiques pour dégager de l'énergie à partir de cela. Il y a même des études qui ont démontré, même avec les rejets que nous avons dans nos fosses septiques. Je vis une fois une expérience au Burkina Faso pour produire l'électricité sur base de cela. Il y a même aujourd'hui les tendances d'avoir les biocarburants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour produire l'électricité sans nécessairement aller aux fossiles. Il y en a plusieurs. Je peux donner l'exemple de la Norvège qui est 100% hydroélectrique et peut-être l'éolienne. Il y a l'Islande qui a fait la même chose et tout dernièrement, tout le monde est en train d'apprécier le Costa Rica qui fait vraiment preuve de production d'énergie vraiment propre sans recourir à l'énergie fossile. Voilà les 3 pays, il y en a beaucoup, mais voilà les 3 que je peux donner pour le moment. Je pense qu'on peut avoir le développement sans nécessairement recourir aux énergies fossiles. Et puis la route Banzangungu-Nkamba est en passe d'être totalement revêtue de l'asphalte. Cette artère légendaire de 52 km devrait être opérationnelle avant la fin du mois en cours. Les travaux de réhabilitation avancent à grands pas malgré les défis posés par le terrain montagneux.
Ces travaux concrétisent la promesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à faciliter l'accès à la cité sainte de Nkamba. Les riverains et autres usagers de cette route se réjouissent déjà de l'évolution du projet. Gigi Nende. La route de 52 km reliant Banzangungu à Kamba, un itinéraire chargé d'histoire, prend progressivement forme. Ce tracé suit le parcours du prophète Simon Kimbangu lors de son arrestation en 1921, contournant les villages pour éviter tout soulèvement populaire. Promesse du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce projet vise à faciliter l'accès à la cité sainte de Kamba, prévue pour être entièrement carrossable en ce mois de juillet 2025. L'agence congolaise des grands travaux, dirigée par le directeur provincial adjoint Babin Koundou, a effectué une visite d'inspection sur le chantier. L'objectif était de faire le point sur l'avancement des travaux et d'identifier les défis techniques posés sur les terrains montagneux. Des orientations ont également été données pour accélérer la progression des travaux. Ces projets, et nous sommes satisfaits de cet avancement. Et d'ailleurs, vous remarquez que nous sommes en plein chantier où les engins circulent et donc les travaux continuent. Et nous sommes satisfaits et de la CGT et de Adiconstruct qui est le prestataire ou l'exécutant des travaux. Malgré un terrain difficile, plusieurs fronts de travail sont déjà actifs. Les équipes s'attaquent à divers travaux dont l'assainissement, l'ouverture de l'emprise et le déblaiement de sols meublés. À Kamba, les travaux avancent avec le réglage de la couche de fondation et la mise en œuvre de solutions spécifiques pour sécuriser certaines zones sensibles. Il a été conçu que les deux ateliers vont se joindre au niveau du PK28. Donc, Adiconstruct, qui part de l'atelier de Mbanzangungu, va progresser jusqu'au PK28, ainsi que l'atelier qui est en Kamba va progresser, ils vont faire jonction. Donc, au niveau déjà du PK6, si je ne m'abuse, il y a la traversée des pipelines de CEP Congo, pour lesquelles des études ont été faites pour que la route puisse passer au-dessus. Et les ingénieurs ont confirmé qu'ils vont mettre des dallos sur ces passages-là pour que la route passe et n'endommage pas les pipelines de CEP Congo. Cette nouvelle route suscite l'enthousiasme parmi les riverains, les usagers et les fidèles kimbanguistes. Elle est perçue comme un symbole d'union entre leur foi et leur identité congolaise. Mais lelo yo tokoma mona nzela o ekomi na ba bordir ekomi na ba caniveau. Alors ezele tozo sepela mingi parce que nzela o eza nzela bilaka. Banda na 1921 papa Simon Kimbangu aloba yo ke nzela o efe kota makadam parce que nzela oyo yango amonela ki pasi yango ba mindele bakangela ki ye nzela o yango ba memela ke tina Mbanzangungu. La construction de la route reliant Mbanzangungu à Kamba représente plus qu'un projet d'infrastructure, elle incarne symbole de progrès pour la région. En sport, l'ASV Club a un nouvel entraîneur. Le club vert et noir de Kinshasa vient d'annoncer la signature du technicien tunisien Ben Jabria Saber au poste d'entraîneur principal. Ce dernier était l'entraîneur du FC Tanganyika de Kalemi. Blaise Kouzola. Il s'appelle Saber Ben Jabria. Il est né un certain 18 septembre 1970 en Tunisie où il a travaillé depuis sa reconversion dans la formation de jeunes. Il a travaillé au sein de plusieurs clubs tunisiens, notamment le club africain de Tunis. Sa vraie expérience comme entraîneur principal après l'obtention de son diplôme CAF Pro, c'est avec le FC Tanganyika, une expérience très enrichissante et très aboutie où il a mené le club de Kalemi en Ligue 1 en 2024. Après une saison 2024-2025 où il aura qualifié le rouge et blanc en play-off, le technicien tunisien franchit un palier en s'engageant avec l'un des géants du football congolais et continental. Le technicien aura une lourde responsabilité, celle de bâtir une cohésion et une équipe capable d'aller chercher l'une des places qualificatives aux interclubs 2026-2027. Après avoir fini 8e en championnat national et éliminé au deuxième tour de la 59e édition de la Coupe du Congo, le club vert et noir de Kinshasa veut à tout prix retrouver le sommet du football congolais de la saison sportive 2025-2026. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la page internationale.
Un engagement renouvelé pour une stabilité macroéconomique durable. Le Ghana vient en effet de franchir une étape cruciale dans son programme de redressement économique. Blaise Kouzola. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé la 4e revue de l'accord de facilité élargie des crédits, ouvrant la voie à un nouveau décaissement de 367 millions de dollars, soit 204,37 milliards de francs CFA. Cette décision porte le total de soutien financier accordé à Accra à près de 2,3 milliards de dollars depuis le lancement du programme en mai 2023. Ce signal fort du FMI intervient dans un contexte contrasté. D'un côté, la croissance économique ghanéenne a dépassé les attentes au premier semestre 2025, soutenue par des performances notables dans les secteurs miniers, agricoles, manufacturiers et des technologies de l'information. Le secteur extérieur a lui aussi montré des signes de vitalité grâce à une envolée des exportations d'or et à une hausse significative des transferts des migrants. Ces facteurs ont permis une accumulation de réserves de change bien au-delà des objectifs du programme. Alors qu'il est attendu pour un lancement officiel à la COP30, le Tropical Forest Forever Facility, porté par les BRICS, pourrait marquer un tournant majeur dans l'accès au financement climatique avec un appui de 125 milliards de dollars américains. Le mécanisme vise notamment à rémunérer les pays tropicaux pour la préservation continue de leurs forêts sur la base d'un forfait de 4 dollars américains par hectare à préserver. Blaise Kouzola. Pour l'Afrique, cette initiative arrive à point nommé. Le continent abrite le 2e plus grand massif forestier tropical au monde, principalement concentré dans les bassins du Congo et souffre d'un accès limité aux financements internationaux pour la conservation. Selon le Fonds mondial pour la nature, la région ne reçoit que 4% des financements globaux destinés aux forêts. Certains spécialistes estiment que sur le papier, elle est bien placée pour bénéficier de ce nouveau fonds, d'autant plus que la promesse d'un accès direct aux ressources pour les communautés répond à une revendication ancienne de sociétés civiles africaines qui est d'éviter que le financement ne soit dilué dans les circuits gouvernementaux ou capté par des intermédiaires. Mais pour que cette opportunité devienne réalité, il faut que l'Afrique soit prête. Or, à ce stade, peu de pays disposent des capacités institutionnelles, techniques ou communautaires nécessaires pour élaborer des projets éligibles dans les délais. À titre d'exemple, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, seulement une poignée de pays africains disposent de systèmes nationaux de surveillance forestière suffisamment robustes pour fournir des données fiables et traçables, un critère clé pour l'éligibilité au financement lié à la conservation. En Afrique, 60% de la population dépend toujours de forêts pour ses moyens de subsistance. Le bois constitue la principale source d'énergie pour 80% des ménages ruraux, tandis que 40% de leurs revenus proviennent de produits forestiers non ligneux tels que le fruit, le plante médicinale, le miel ou encore le gibier. Signalons que plusieurs organisations de protection de l'environnement et du climat comme Greenpeace ont déjà alerté que si les financements ne sont pas rapidement accessibles et les critères clarifiés, les TFFF risquent de reproduire le même travers que le mécanisme précédent. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons faire la lecture des journaux qui ont paru ce mardi 8 juillet dans la ville de Kinshasa. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue avec ces titres du phare qui placent d'emblée l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda au cœur d'un clivage de perception. Alors qu'une partie de la classe politique congolaise y voit une bourde politique de Kinshasa, cet accord est pris très au sérieux aux États-Unis où il suscite même un certain optimisme. Les sénateurs démocrates Cory Booker, proche du président sortant Joe Biden, y voient un tournant historique
historique. Selon lui, ces textes pourraient annoncer les débuts de la fin de Paul Kagame, désigné sans détour comme les génocidaires de Kigali et appelé, selon Booker, à payer la facture de ses crimes économiques et humains en RDC. Dans la prospérité, le ton est tout autre, résolument patriotique et mobilisateur. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, appelle à une union sacrée autour du président Félix Tshisekedi. Ce dernier incarne, selon lui, une détermination constante à faire émerger un avenir meilleur pour la RDC. L'accord de Washington est présenté comme une opportunité historique de restaurer la paix à l'est du pays. Il ne s'agit pas d'un moment pour la polémique, insiste Muyaya sur les ondes de Radio Okapi, mais d'un acte courageux susceptible de planter les décors d'un avenir durable dans la sous-région. Géopolis, pour sa part, apporte un éclairage pragmatique en mettant en avant une dimension cruciale, mais souvent reléguée au second plan, celle des réfugiés. Le média souligne que l'accord ne se limite pas à une cessation des hostilités. Il englobe des mesures de rapatriement des réfugiés congolais au Rwanda et rwandais en RDC. Il précise que ces processus devraient s'effectuer conformément aux obligations juridiques internationales et aux accords tripartites déjà existants. Toutefois, les tri-hebdomadaires pointent une omission significative, l'absence de mention de l'Ouganda, qui reste pourtant le principal pays hôte des réfugiés congolais, avec plus de 600 000 accueillis sur un total de 1,8 million de réfugiés selon les Nations Unies. Une faille dans un accord censé être global et structurant. À l'opposé de ces souffles diplomatiques, Info 27 dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire sur le terrain. Dans l'est de la RDC, la guerre continue de ravager les populations dans une intensité dramatique. Le média évoque sans embâche une épuration ethnique à ciel ouvert orchestrée par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 AFC, avec plus de 1000 maisons réduites en cendres rien que dans la chefferie de Bwito en juin. La société civile locale, citée par l'agence congolaise de presse, décrit une stratégie de feu et de déportation visant le Hutu congolais, assimilé au FDLR et expulsé de force vers le Rwanda. Info 27 alerte, ce n'est plus une guerre, c'est une méthode: nettoyer, terroriser, déposséder et déconclure que toute tentative de paix, ignorante de cette réalité, est vouée à l'échec. Fin de cette revue de presse, au revoir. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Tenue du procès de Constant Mutamba ce mercredi 9 juillet devant les juges de la Cour de cassation, lieu où se tiendra son procès. Il est poursuivi pour des faits présumés de détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Et puis, présentation ce mardi 8 juillet par le Club national des sous-traitants de Percy Industrial Power and Control, une entreprise congolaise pionnière dans la fabrication locale d'armoires électriques. Cette initiative a été saluée par les autorités congolaises. Le Tropical Forest Forever Facility compte financer les pays tropicaux pour la préservation continue de leurs forêts avec un appui de 125 milliards de dollars américains. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et surtout restez branchés au programme de votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.